Dans les années 1940, alors que l'Empire britannique se démantelait à travers le Moyen-Orient, le seul lien de Dubaï avec l'aviation commerciale était une escale d'hydravions au bord d'une crique où Imperial Airways, puis la BOAC, amérissaient sur leur route entre la Grande-Bretagne et Karachi. Le véritable aérodrome le plus proche était une base de la Royal Air Force dans l'émirat voisin de Sharjah. Dubaï elle-même n'accueillait guère qu'une poignée de vols par an. L'économie de l'ensemble de l'émirat reposait sur la pêche aux perles et un commerce modeste, générant des revenus si maigres que la famille régnante n'avait pas les moyens de goudronner la route menant à la piste d'atterrissage. Les experts en aviation de l'époque considéraient Dubaï comme une zone morte sur le plan géographique pour le transport aérien, trop proche des plateformes établies de Bahreïn et de Karachi pour justifier un investissement, trop petite pour générer une demande significative de passagers. Le consensus était unanime. Dubaï ne deviendrait jamais une ville de l'aviation. Depuis 7 décennies, cette prédiction a aussi mal vieilli que n'importe quelle prévision de l'histoire moderne des transports. Emirates, lancé en 1985 avec seulement 2 avions en location, est devenue l'une des plus grandes compagnies aériennes internationales au monde. Mais Dubaï abrite également Fly Dubai. En novembre 2025, la compagnie aérienne dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler a signé des protocoles d'accord pour jusqu'à 250 Airbus A321neo, dont 100 options, ainsi que pour 75 Boeing 737 MAX avec des options pour 75 appareils supplémentaires. Des engagements valant des dizaines de milliards de dollars au prix catalogue. Cette compagnie n'était pas Emirates. C'était Fly Dubai, une compagnie opérant depuis le même aéroport, sous la direction du même président, Sheikh Ahmed Ben Said Al Maktoum, détenu par la même entité, l'Investment Corporation of Dubai. Ces commandes, combinées à un engagement existant pour 30 Boeing 787-9 Dreamliner et à un carnet de commandes de 737 MAX non encore livrés, portent le pipeline total de commandes de Fly Dubai à plus de 400 appareils, options comprises. Cela fait de Fly Dubai l'un des plus importants engagements d'une seule compagnie aérienne dans l'histoire de l'aviation commerciale. Et pourtant, il s'agit d'un transporteur qui compte actuellement moins de 100 avions. Plus de 400 appareils ne construiront pas un second Emirates. Plus de 400 appareils n'ont pas de sens pour un transporteur régional à bas coût. Plus de 400 appareils semblent défier tous les principes de planification de flotte pour une compagnie de cette taille. Pourtant, Emirates, la marque aérienne la plus reconnue au monde, n'est pas alarmée. C'est même tout le contraire. La compagnie compte dessus. Alors, comment une compagnie que la plupart des voyageurs n'ont jamais empruntée peut-elle discrètement remodeler l'aviation du Golfe de l'intérieur ? Pour comprendre pourquoi Dubaï a misé des milliards sur Fly Dubai, nous devons comprendre la limitation structurelle qu'Emirates n'a jamais été en mesure de résoudre par elle-même. Emirates exploite l'un des réseaux en étoile Hub and Spoke les plus puissants jamais construits. Les passagers de Sydney transitent par Dubaï pour rejoindre Londres. Les voyageurs de Johannesburg font escale à Dubaï en route vers Bangkok. Le modèle fonctionne parce que Dubaï se trouve à moins de 8 heures de vol d'environ 2/3 de la population mondiale. La géographie est le produit. Mais le modèle a un angle mort. Emirates a longtemps exploité exclusivement des avions gros porteurs. La flotte se composait d'Airbus A380 et de Boeing 777, avec désormais l'arrivée des Airbus A350, des avions conçus pour transporter de 350 à 615 passagers par vol. Ces appareils sont de magnifiques machines pour le long courrier. Ils sont aussi désastreux pour les lignes à faible trafic. Prenons une ville comme Chisinau en Moldavie ou Peshawar au Pakistan. Chacune génère une demande réelle de connectivité vers Dubaï, mais pas suffisamment premium, pas assez de volume. Les voyageurs d'affaires ont besoin d'un accès. Les familles veulent des connexions abordables vers le réseau élargi. Mais aucune de ces villes ne peut remplir un gros porteur de 350 sièges avec une fréquence suffisante pour justifier les coûts d'exploitation. Emirates a essayé pendant des années de gérer cela par des astuces de programmation, des ajustements saisonniers et une tarification premium. Mais les calculs n'ont jamais fonctionné. Envoyer un 777-300ER vers une ville secondaire avec 140 passagers à bord n'est pas seulement non rentable, c'est économiquement destructeur. Le résultat était un fossé grandissant dans le réseau de Dubaï. Emirates connectait brillamment les grandes villes du monde. Londres, New York, Sydney, Tokyo et Singapour bénéficient toutes de multiples fréquences quotidiennes.
Mais les villes secondaires, les marchés touristiques tout juste émergents, les destinations aux infrastructures aéroportuaires limitées, celles-ci restaient inexploitées. Chacune représentait des passagers que Emirates ne pouvait pas desservir de manière rentable, mais qu'elle souhaitait désespérément voir transiter par Dubaï. Au milieu des années 2000, les dirigeants de Dubaï ont reconnu que Emirates seul ne pouvait pas compléter le réseau. En 2008, le gouvernement de Dubaï a créé Fly Dubai. Les opérations ont été lancées le 1er juin 2009 avec 2 Boeing 737-800 desservant Beyrouth et Amman. Le concept était délibérément modeste. Une compagnie à bas coût, exploitant des monocouloirs, axée sur les liaisons régionales court courrier à courte distance de Dubaï. Ce qui semblait être le lancement classique d'une compagnie aérienne à bas prix était en réalité quelque chose de bien plus calculé. Fly Dubai n'a jamais été conçu pour concurrencer Emirates. La compagnie a été conçue pour compléter Emirates. Le monocouloir 737, pouvant transporter jusqu'à 189 passagers dans sa configuration la plus dense, pouvait opérer de manière rentable vers précisément les villes que les gros porteurs d'Emirates ne pouvaient pas desservir. Le coût d'exploitation par heure de vol a chuté de manière spectaculaire. Les exigences en matière de pistes se sont réduites. Les besoins en infrastructures aéroportuaires sont tombés à des niveaux que les villes secondaires pouvaient réellement satisfaire. En l'espace de 5 ans, Fly Dubai opérait vers des destinations que Emirates n'avait jamais sérieusement envisagées. Des villes secondaires en Pakistan, en Inde et en Asie centrale. Des points en Europe de l'Est, dans le Caucase et en Afrique de l'Est. En 2025, Fly Dubai desservait 140 destinations. Plus de la moitié de ces destinations sont des lieux où Emirates ne vole pas du tout. Le réseau combiné, Emirates plus Fly Dubai, a créé la plateforme de correspondance la plus complète de l'aviation mondiale, couvrant des routes allant des marchés premium ultra long courrier jusqu'aux liaisons régionales à faible trafic qu'aucune autre compagnie du Golfe ne pouvait égaler. En 2017, Tim Clark, président d'Emirates, a décrit l'ambition comme une union toujours plus étroite. Le partenariat de partage de code qui a suivi n'était pas simplement commercial, il était architectural. Les passagers réservant sur Emirates pouvaient être acheminés sur un appareil Fly Dubai pour le dernier tronçon, en correspondance fluide, via l'aéroport international de Dubaï. La compagnie a transporté 15,7 millions de passagers en 2025 et a affiché un bénéfice net de 531 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 3,7 milliards de dollars. Il ne s'agit pas d'une compagnie à bas coût peinant dans l'ombre d'Emirates, il s'agit de l'autre moitié d'un seul et même organisme stratégique. En 2023, Fly Dubai a commandé 30 Boeing 787-9 Dreamliner. Il s'agissait de la toute première commande d'avions gros porteurs de la compagnie. Pour un transporteur qui avait passé 14 ans à se définir exclusivement par des opérations en monocouloir, la commande de Dreamliner représentait un changement d'identité fondamental. Puis 20 novembre 2025 au salon aéronautique de Dubaï. Fly Dubai a signé pour jusqu'à 250 Airbus A321 Neo, rompant pour la première fois avec son héritage de flotte entièrement Boeing. Le lendemain même, Fly Dubai a signé un protocole d'accord pour 75 Boeing 737 MAX supplémentaires avec 75 options. L'engagement combiné a porté le pipeline total de commandes au-delà de 400 appareils, options comprises. Pour donner un ordre d'idée, c'est plus d'avions que ce qu'exploitent la plupart des compagnies nationales dans l'ensemble de leur flotte. Air France fait voler environ 230 appareils. British Airways en exploite autour de 300. Fly Dubai, une compagnie qui n'existait pas il y a 16 ans, s'est engagée sur des chiffres qui rivalisent avec ses flottes. La plupart des commandes de Fly Dubai ne concernent pas la construction d'une compagnie à bas coût plus grande et il ne s'agit pas vraiment non plus de concurrencer Emirates. Il s'agit de ce que ces appareils peuvent faire à l'ensemble de la structure de la compétition entre les hubs du Golfe. Voyez-vous, Fly Dubai ne cherche pas à reproduire ce que fait Emirates. Emirates continuera d'exploiter ses A380 et ses futurs Boeing 777-9 sur des routes long courrier premium. Les passagers qui veulent des suites en première classe vers Londres ou la classe affaires vers Sydney continueront de voler avec Emirates. Cela représente la grande majorité du marché premium long courrier. Ce que fait Fly Dubai est quelque chose qu'aucun concurrent dans le Golfe ne peut égaler à cette échelle. La compagnie construit le tissu conjonctif sous le réseau premium.
Chaque nouvelle destination ajoutée par FlyDubai, que ce soit Iași en Roumanie, Damas en Syrie ou Nairobi au Kenya, représente des passagers attirés dans l'écosystème de Dubaï qui, autrement, transiteraient par Istanbul avec Turkish Airlines ou par Doha avec Qatar Airways. Les 787 Dreamliner, qui sont attendus à partir de fin 2027, prolongent cette logique. Des routes d'une durée de 8 à 10 heures, trop peu denses pour un 777 d'Emirates, mais trop longues pour un 737, deviennent soudainement viables. Des villes européennes secondaires, des marchés asiatiques émergents, une pénétration plus profonde de l'Afrique. Ce sont les routes qui alimentent le hub sans nécessiter une rentabilité de gros porteurs. La plupart des concurrents du Golfe ne peuvent pas reproduire immédiatement le rôle de FlyDubai, et voici pourquoi. Qatar Airways exploite ses appareils à fuselage étroit de la famille A320 au sein de sa flotte principale. Il n'existe pas de marque distincte capturant les marchés secondaires de manière indépendante. Cela signifie que chaque ligne à faible trafic desservie par Qatar Airways entre en concurrence interne pour les ressources face aux vols long courrier premium. L'équation économique est structurellement différente. Etihad Airways à Abu Dhabi fait face à un défi similaire. Bien qu'Air Arabia Abu Dhabi existe en tant que compagnie à bas coût en coentreprise, elle opère à une échelle plus réduite et selon un modèle différent de celui du système Emirates FlyDubai, profondément intégré. Il n'existe pas d'équivalent au niveau d'engagement de flotte et de coordination de réseau de FlyDubai alimentant le trafic vers Abu Dhabi. Turkish Airlines, sans doute le concurrent structurel le plus proche, exploite à la fois des gros porteurs et des monocouloirs sous deux marques depuis Istanbul, y compris la compagnie à bas coût Adjet. La séparation en deux marques confère à Dubaï une flexibilité tarifaire et une agilité opérationnelle que les concurrents à marque unique ne peuvent pas facilement atteindre. Les accords bilatéraux de services aériens constituent un autre obstacle. L'expansion de FlyDubai vers les villes indiennes de second rang, par exemple, est limitée par des plafonds de sièges que la DGCA indienne impose pour protéger les transporteurs nationaux. Chaque nouveau marché nécessite des années de négociations diplomatiques. L'avantage du premier arrivé dans l'obtention de ces droits bilatéraux crée un avantage concurrentiel durable. Il y a aussi la flexibilité politique. FlyDubai a maintenu ses vols vers l'aéroport Ben Gourion d'Israël pendant le conflit Israël-Hamas, alors que pratiquement toutes les autres compagnies s'étaient retirées. Elle a été parmi les premières compagnies émiraties à reprendre ses liaisons vers Damas. La volonté de voler là où les autres refusent n'est pas de l'imprudence, c'est de la densité stratégique de réseau. Chaque destination politiquement complexe que FlyDubai dessert représente un marché que les concurrents cèdent par défaut. Les passagers sur ces lignes ne disparaissent pas, ils transitent par Dubaï. Pourtant, les commandes semblent encore surdimensionnées tant que l'on ne comprend pas ce qui se construit sur le terrain. L'aéroport international Al Maktoum, connu sous le nom de Dubai World Central ou DWC, fait l'objet d'une expansion de 35 milliards de dollars. L'installation achevée comportera 5 pistes et 400 portes d'embarquement conçues pour accueillir jusqu'à 260 millions de passagers par an à pleine capacité, avec une capacité initiale de 150 millions lorsque la première phase sera achevée vers 2032. Cette capacité initiale à elle seule représente une augmentation d'environ 60% par rapport au débit actuel de l'aéroport international de Dubaï. FlyDubai ne commande pas plus de 400 appareils pour le Dubaï d'aujourd'hui. Elle les commande pour le Dubaï qui existera lorsque le DWC atteindra sa pleine capacité. La compagnie aérienne se positionne comme le locataire principal d'un aéroport fait pour devenir le plus grand hub aéronautique de la planète. Actuellement, FlyDubai opère principalement depuis le terminal 2 de l'aéroport international de Dubaï, certains vols utilisant également le terminal 3 depuis 2018 pour faciliter les correspondances en partage de code. Mais la séparation opérationnelle entre les terminaux crée encore des frictions. Les passagers en correspondance doivent parfois transiter entre les terminaux, confrontés à des politiques de bagages différentes et à des incohérences de service. Le DWC élimine cette friction. Un méga hub construit sur mesure permet une intégration transparente entre les gros porteurs long courrier d'Emirates et le réseau régional de monocouloirs de FlyDubai. L'architecture crée quelque chose de sans précédent. Un système aérien à double marque qui opère depuis une installation unique et unifiée, couvrant chaque segment de marché, de l'intercontinental ultra premium au régional à bas coût,
sous une programmation coordonnée. La commande d'A321neo prend tout son sens dans ce contexte. L'appareil offre une plus grande autonomie et une capacité supérieure par rapport au 737 MAX, permettant à Fly Dubai de s'aventurer sur des routes approchant les 6 heures avec une meilleure rentabilité. Diversifier les fournisseurs permet également de réduire les risques liés à la stratégie de flotte. Les retards de livraison chroniques de Boeing avaient contraint Fly Dubai à annuler des lancements de lignes tout au long de 2024. En répartissant les commandes entre les constructeurs, Fly Dubai s'assure que des problèmes de production dans une usine ne clouent pas au sol l'ensemble du plan de croissance. L'industrie aéronautique a toujours classé les compagnies aériennes par catégorie. Les compagnies à service complet occupent le rang le plus élevé. Les compagnies à bas coût se situent en dessous. La frontière entre elles semblait permanente. Fly Dubai est en train de démanteler systématiquement cette frontière. En 2013, la compagnie a introduit la classe affaires, un produit qui a depuis évolué pour inclure des sièges inclinables à plat, reflétant directement ce que les compagnies à service complet proposent sur les vols court courrier. L'adoption de la classe affaires a augmenté en 2024 et 2025, transportant près d'un demi-million de passagers premium. En 2023, la commande de 787 Dreamliner a signalé que la classe économique premium rejoindrait la gamme de produits futurs, ce qui a été confirmé par la suite en 2025. La compagnie propose désormais une connectivité en partage de code avec Emirates et tarifie certaines routes à des niveaux proches des tarifs d'Emirates. Mais cette tension est peut-être délibérée plutôt qu'accidentelle. Fly Dubai n'a pas besoin d'égaler la qualité de service d'Emirates. La compagnie doit être suffisamment bonne pour que les passagers en partage de code ne refusent pas la correspondance. La compagnie occupe cette zone intermédiaire inconfortable entre le low cost et le premium, précisément parce que c'est là que réside la valeur stratégique. Trop luxueuse, elle cannibalise Emirates. Trop bon marché, elle endommage l'architecture de marque. Sheikh Ahmed bin Saïd Al Maktoum préside les deux compagnies. L'Investment Corporation of Dubai détient les deux. Le réseau est coordonné, les partages de code sont intégrés et les commandes de flotte sont clairement séquencées pour se compléter plutôt que se concurrencer. Chaque concurrent voit deux compagnies aériennes. Dubai voit un seul système. La question n'est pas de savoir si Fly Dubai est l'anti-Emirates. C'est de savoir si le reste de l'industrie a compris qu'elles sont en réalité une seule et même entité. Maintenant, avant de partir, l'algorithme YouTube pense que vous allez aimer cette vidéo ensuite. Alors pourquoi ne pas aller la voir ?